Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire qui concerne la catégorie des U13 pour les directives concernant la saison 2023-2024. Donc, sous un format un petit peu inhabituel, on avait l'habitude de vous proposer soit des réunions en présentiel, soit des visios. Cette année, on a opté pour le webinaire. Ça permettra à chacun d'aller chercher l'information quand il le souhaite. Le sommaire proposé, donc partie 1, les compétitions, ensuite les détections, le défi jonglerie, l'opération arbitre ton foot, les CPS gardien de but, le futsal et la formation des éducateurs. Sur la partie 1 des compétitions, simplement vous rappeler donc l'existence d'un championnat U12 pour les joueurs prioritairement nés sur l'année 2012. Un championnat qui est organisé en 2 phases, avec 2 poules A et B sur la première phase, composées de 8 équipes maximum. À l'issue de cette première phase, quelques équipes pourront accéder sur la base du volontariat au critérium régional. Généralement, on a 3 à 4 équipes sur le territoire qui accèdent. Concernant les autres équipes, eh bien, elles disputeront sur la phase 2 un championnat, donc soit en une poule, soit en 2 poules, en fonction du nombre d'équipes concernées. Sur le championnat U13, prioritairement les joueurs nés en 2011 et 2012. Là aussi, un championnat organisé en 2 phases, avec la première phase septembre à décembre. Vous savez, la nouveauté, hein, le choix des équipes élites a été fait suite aux journées de pré-compétition. Donc, 2 poules de 8 qui composent le brassage élite. À l'issue de cette première phase, là aussi, quelques équipes pourront, deux notamment, accéder en U13R2 sur la base du volontariat. Les autres équipes seront intégrées avec quelques équipes du brassage de masse 1 pour créer la première division départementale. Pour les autres équipes qui seraient engagées en première phase en masse 1 et masse 2, quelques équipes, selon le classement, auront l'opportunité de rejoindre donc la première division ou la deuxième division, et les autres évolueront en troisième division, en fonction des résultats là aussi. Ça, rien de nouveau par rapport à la saison dernière. Concernant les détections maintenant, donc, prioritairement, les joueurs nés en 2011. Donc, les objectifs, c'est d'identifier les meilleurs profils pour le concours du Pôle Espoir. Le deuxième objectif, c'est d'orienter les joueurs vers un niveau de pratique adapté à leur potentiel, que ce soit du niveau régional ou du haut niveau départemental. Et puis, orienter certains profils vers le concours de la section départementale du collège Corneille, qui permet eh bien, d'avoir des normes d'entraînement intéressantes, puisque la section s'entraîne 4 fois semaine, notamment sur les créneaux du midi 2 heures, ce qui laisse le temps aussi après en soirée eh bien, de se consacrer à la vie de famille et au travail scolaire, même si certains créneaux sont aménagés pour que les jeunes puissent s'entraîner en club 1 à 2 fois par semaine. Donc, concernant les 2011, je vous laisse découvrir les différentes dates. Donc, la première date, elle concerne que les régionaux, les U13 régionaux, R1, qui se retrouveront le 9 septembre pour une opération d'observation. Ensuite, eh bien, le premier tour de détection concernant les joueurs évoluant prioritairement au niveau départemental, mais quelques-uns aussi qui sont dans les clubs régionaux. La première date, ça sera donc le 31 octobre. Deuxième tour, 29 novembre. Troisième tour, le 13 décembre, sous la forme de centre de perfectionnement, donc une séance d'entraînement avec du jeu à la fin. Le quatrième tour, le 17 janvier, là aussi, centre de perfectionnement avec un petit peu de séance et du jeu à la fin. Et à l'issue du tour 4, eh bien, il y a un écrémage qui sera fait de nouveau pour aller vers le cinquième tour, le 31 janvier, sixième tour, le 14 février. Et enfin, le stage départemental aura lieu le 27 février. Donc là, la nouveauté, c'est que le calendrier est avancé par rapport aux saisons dernières, puisque les saisons précédentes, le stage départemental avait lieu plus tôt pendant les vacances d'avril. Cette année, eh bien, on s'aligne par rapport au concours du Pôle Espoir, qui lui aussi démarrera plus tôt dans la saison. Donc, la détection U13 sera clôturée au niveau départemental à la date du 27 février.
Le défi jonglerie, donc une opération qui nous tient à cœur, même si elle est déconnectée du classement des U13, on s'aperçoit qu'elle a toujours sa raison d'être, puisqu'il y a des clubs qui le font de manière sérieuse et régulière, d'autres clubs qui le pratiquent de manière peut-être un petit peu moins régulièrement. En tout cas, les objectifs sont réels pour la jonglerie. C'est d'améliorer le niveau technique des joueurs en développant prioritairement la coordination spécifique et les habiletés techniques. Hein, il y a quand même un lien entre les meilleures équipes et les meilleurs jongleurs. Hein. Les meilleures équipes sont constituées de joueurs qui savent jongler. C'est une certitude. Donc l'idée, c'est de jongler de manière régulière, que ce soit dans le cadre des séances d'entraînement, et puis de le mettre en pratique également le week-end. Bien évidemment, cette opération, eh bien, elle s'effectue avant les matchs, donc il n'y a pas d'incidence au classement. Il y a une parution des résultats avant ou pendant chaque période de vacances scolaires. Et puis, eh bien, il y a une valorisation en fin de saison ou en début de saison, comme c'est le cas cette année, où 4 clubs vont être ou ont été récompensés selon la date à laquelle vous suivez ce webinaire. Le défi jonglerie en mouvement. Je vais passer, puisque voilà, j'ai zappé donc la première phase, mais je reviens dessus. La première phase, c'est donc 30 jonglages pieds forts et 20 jonglages tête pour le niveau élite, et 30 pieds forts, 20 têtes également pour le niveau masse. La deuxième phase de la journée 1 à la journée 5, eh bien, ce sera 50 pieds forts et 30 pieds faibles, que ce soit pour les élites ou pour les masses. Et enfin, sur la phase 2, de la journée 6 à la journée 10, eh bien, on passe au défi en mouvement que je vais vous expliquer tout de suite sur la diapo qui suit. Simplement, avant, hein, je rappelle le principe, on classe dans son équipe les jongleurs du numéro 1 au numéro 12, le meilleur étant le numéro 1, le moins bon le numéro 12. Les numéros 1 se mettent ensemble, prennent un ballon et font leur défi. Les numéros 2, de la même manière, les numéros 3 également. Et à la fin, on comptabilise eh bien, dans chaque équipe les vainqueurs du défi, ce qui donne le résultat final et l'attribution des points. Concernant donc le défi en mouvement, voilà, installation de 2 couloirs. Donc on utilise là les lignes du foot à 11, notamment pour repère, en installant juste des coupelles, tel que c'est montré sur le dessin, pour former une ligne de 30 mètres. Voilà, à partir du moment où ces couloirs sont formés, eh bien, le joueur de chaque équipe part en jonglerie, sachant qu'il faut parcourir le plus vite possible la distance des 30 mètres. Donc après, en fonction de l'arrivée et de la zone dans laquelle le ballon tombe, eh bien, si les 2 joueurs vont jusqu'au bout, c'est le joueur qui arrive en premier qui gagne sa manche, sachant qu'on fait une deuxième manche après. Et si toutefois les 2 joueurs ne vont pas jusqu'au bout, eh bien, c'est le joueur qui reste le plus longtemps possible à jongler, le plus loin possible à jongler par rapport à la zone des 30 mètres, qui gagne sa manche. Donc si le même joueur gagne les 2 manches, il gagne son défi. Si chaque joueur gagne une manche chacun, eh bien, il y a égalité sur le défi. On mettra aussi sur le site du district un résumé hein, sur notamment l'opération du défi jonglerie. Concernant l'inscription donc des résultats du défi jonglerie, eh bien, on le met sur la FMI dans la case observation d'après-match où on marque vainqueur telle équipe, perdant telle équipe, avec la signature obligatoire des 2 coachs, sinon eh bien, on ne pourra pas enregistrer les résultats. Voilà. Donc ça, c'est très simple hein, sur le résultat de la FMI. Case observation d'après-match, vainqueur RC Lens, perdant Lorient, et ça suffit pour avoir le résultat du défi. On n'oublie pas de signer la FMI également. L'opération arbitre
ton foot. Je ne vais pas évoquer les différents problèmes liés au recrutement de l'arbitrage. On sait que globalement, il y a de moins en moins d'arbitres sur les terrains. Donc l'idée étant d'avoir plusieurs objectifs, c'est de connaître les lois du jeu déjà pour les jeunes, c'est développer aussi l'autonomie et la prise de décision chez eux, puisqu'à un moment donné, quand on arbitre à la touche, on doit prendre des décisions, même si ce n'est pas la décision finale qui appartient à l'arbitre du centre. Et puis, c'est de découvrir aussi la fonction d'arbitre. Et on le verra notamment pour les éducateurs qui viendront se former cette année. C'est en étroit lien avec la formation des éducateurs où on incitera notamment à ce qu'à la fin des séances, il y ait de l'auto-arbitrage systématiquement. Donc les joueurs qui ne démarrent pas la rencontre arbitre à la touche, je vous rappelle la pause coaching, hein, un match dure 2 fois 30 minutes, donc à la pause 15 minutes, on fait juste la pause coaching qui permet de changer éventuellement les arbitres de touche, les jeunes qui sont à la touche. Idéalement, avoir entre 1 et 4 remplaçants. Un remplaçant, c'est un joueur qui sort et qui prend la place de l'arbitre assistant et l'arbitre assistant qui rentre sur le terrain. Quand on a 2, 3 et 4 remplaçants, c'est plus facile à gérer. Les moyens mis en œuvre pour cette opération, c'est mettre en place des quiz pour découvrir les lois du jeu sous forme de jeux questionnaires pour les jeunes. C'est l'arbitrage à chaque entraînement, hein. Parfois, on a des groupes de joueurs impairs ou même des groupes de joueurs pairs, organisés de manière systématique sur les 10 dernières minutes de votre séance. Tiens, aujourd'hui, c'est toi et toi qui prenez l'arbitrage, vous vous mettez à la touche et vous arbitrez. Voilà. Pratiquer l'atelier La chanson des gestes, c'est quoi la chanson des gestes? C'est quelque chose qui peut être mis en place soit par l'éducateur, soit par l'arbitre du club. Il y a une fiche explicative qui suit par la suite. Ça, on peut le mettre régulièrement en place 3 à 4 fois dans l'année. Et puis, participer au jeu organisé par le district, la pyramide du foot. Voici donc la chanson des gestes. C'est ni plus ni moins que faire découvrir la gestuelle correspondante à l'action à signaler. C'est-à-dire que s'il y a un coup franc, une rentrée de touche, signaler un coup de pied de but, signaler un coup de pied de coin, signaler un remplacement. Donc, c'est faire découvrir cette gestuelle aux jeunes. Donc ça, l'éducateur, comme j'ai dit tout à l'heure, peut s'en charger. Ou éventuellement, l'arbitre du club. C'est des moments sympas, ça prend 10 minutes. Les jeunes répètent, on le fait 3-4 fois dans la saison. Ça permet d'ancrer un petit peu les choses et que les jeunes, lorsqu'ils sont à l'arbitrage à la touche, ne découvrent pas la fonction d'arbitre assistant en pleine rencontre et qu'ils le découvrent véritablement lors des séances d'entraînement. Un petit rappel, hein, c'est une obligation pour le festival U12 et U13 lors du 3e tour qui aura lieu le 3 février. Sinon, pas d'arbitre. Concernant un poste qui m'est cher également, c'est les centres de perfectionnement gardien de but qui existent depuis quelques années maintenant. Les objectifs, c'est d'améliorer bien évidemment le niveau global des gardiens et des gardiennes, de proposer une alternative éventuellement aux clubs qui seraient en manque d'encadrants, qui ne proposeraient pas de séances d'entraînement pour leurs jeunes gardiens. Et c'est une opération incontournable pour l'entrée au pôle espoir. C'est une opération qui est ouverte aux garçons et filles de U12 à U13, même si pour les féminines, on accepte dans les centres de perf les U14F. En totalité, il y a 12 séances entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Pâques. Globalement, ça fait une séance tous les 15 jours. Et on organise 3 à 4 centres d'entraînement sur le territoire, donc ce qui représente 18 à 24 gardiens.
On essaie de mettre en place des centres géographiques, bien évidemment, en priorité. Sachant que cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on va créer un centre départemental de perfectionnement élite qui concernera les clubs de U13 R1. Donc on invitera les gardiens de but de U13 R1, auxquels on associera les gardiens du club U12 euh, à venir à une dizaine de séances d'entraînement qui seront faites sur un site dans l'agglomération tourangelle. Les dates à retenir concernant donc les centres de perfectionnement, c'est la journée concours qui aura lieu le vendredi 27 octobre à La Croix en Touraine. Et l'inscription se fera via un formulaire qui sera envoyé au club et sur le site internet en temps utile, c'est-à-dire très certainement fin septembre. Quelques informations concernant le futsal. Les objectifs, c'est de découvrir la pratique et ses intérêts. Je pense que le futsal est en train de se développer sur le plan national avec des résultats qui commencent à émerger. Il y a de plus en plus de sélections nationales également, hein, chez les garçons, mais également chez les féminines. Ça se met en place, la pratique du futsal au niveau international. Il y a également des centres de formation qui le pratiquent de manière très régulière, une fois par semaine, parce que ça développe certaines habiletés, le jeu sous pression, la qualité technique, le jeu dans les petits espaces. Donc tout ça, c'est des choses qui sont transférables dans notre pratique, on va dire classique de football. Le déroulement, bah, c'est engagement automatique, une seule équipe par club, deux tours préliminaires, c'est-à-dire le 10 et 11 février, sur ce week-end-là, le 9 et 10 mars, et une finale départementale qui aura lieu le 30 mars. Quelques mots également sur la formation des éducateurs qui est en plein renouvellement, toilettage, appelez ça comme vous voulez. Simplement, la filière de formation, elle est véritablement scindée en deux parties. Une partie avec un parcours bénévole, donc qui, comme son nom l'indique, s'adresse plutôt à des gens qui vont avoir cette fonction-là de manière ponctuelle. Ça peut être des parents qui vont accompagner des jeunes qui souhaitent accompagner leur fils sur une année. Ça peut être des responsables d'équipe 2 ou 3 qui vont souhaiter se former ou des responsables d'équipe 1 même, sachant qu'on proposera trois niveaux de diplômes, les attestations fédérales, les certificats fédéraux d'initiateurs et enfin les diplômes fédéraux. Donc ça, ce sont pour des gens qui voilà, souhaitent rester plutôt dans la filière bénévole. Pour les autres, ceux qui entameraient une reconversion professionnelle ou qui souhaiteraient, en partant de leur cursus de formation, je pense peut-être aux statiens ou autres, eh bien, s'orienter vers un parcours professionnel, eh bien, on propose le brevet de moniteur de football, le BMF, et également le brevet d'entraîneur de football, le BEF. Concernant le parcours bénévole, quelques dates sont déjà positionnées, donc sur les attestations fédérales notamment. Donc là, c'est un catalogue qui vous est proposé. Nous, on va en mettre en place trois qui auront lieu sur le territoire. Donc, l'attestation fédérale pour la pratique féminine le 4 novembre, l'attestation fédérale accompagnateur d'équipe le 23 octobre et l'attestation fédérale futsal le 14 janvier. Concernant les CFI, eh bien, vous aurez les dates dans les dans les diapos qui vont suivre, sachant que les CFI classiques que nous organiserons sur le territoire de l'Indre-et-Loire, eh bien, ça concerne les U6 et les U9, autrement dit foot à 5. Ça concerne Ça concerne également, donc je reprends, il y a eu un petit bug. Donc ça concerne les U6, U9
pour la pratique du foot à 5, ça concerne les U10, U13 pour le foot à 8, ça concerne les U14, U19 pour le foot à 11 chez les jeunes, et ça concerne également les seniors. Les autres CFI que vous voyez sur la droite, beach soccer, gardien de but, préparateur physique et futsal et projet club, eh bien, seront plutôt organisés sur le territoire régional. Et enfin, les diplômes fédéraux seront eux également organisés au plan régional. Les objectifs pédagogiques des différentes formations. Concernant les CFI, les objectifs, eh bien, organiser une séance, être capable d'organiser structurellement la séance, être capable de l'animer et être capable également d'analyser eh bien, les comportements collectifs, les comportements individuels. Concernant les diplômes fédéraux, eh bien, là aussi, c'est être capable d'organiser une séance, être capable de l'animer, c'est-à-dire motiver les joueurs, compter les points, concevoir également et analyser également. Là, vous voyez, sur les CFI, dans les formations, eh bien, un catalogue tout prêt sera donné aux éducateurs, contrairement au DF, où là, on est plus dans la conception des séances. Et enfin, sur le BMF, on est là aussi sur l'organisation, l'animation, la conception, les interventions pédagogiques qui sont beaucoup plus présentes sur le BMF que sur les DF ou sur les CFI, et puis l'analyse de la pratique des comportements individuels, des comportements collectifs. Le prévisionnel des dates et lieux de formation, en tout cas au niveau des dates, ça ne devrait pas évoluer. Concernant les lieux de formation, ça reste encore à caler et à valider pour certains. Voilà, donc on organisera 3 CFI U6 à U9 sur le territoire. On organisera 3 CFI U10 à U13 sur le territoire. On organisera 2 CFI U14 à U19 sur le territoire, un CFI senior, un CFI gardien de but, qui sera commun avec le département du 41, avec la particularité d'avoir une journée le 26 octobre à Montrichard et une journée le 27 octobre à La Croix-en-Touraine. Le webinaire se termine. Je vous souhaite une excellente saison. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes, des interrogations. Mes coordonnées sont sur le site internet du district. Et puis, je pense qu'on se croisera pour certains autour des terrains. Merci à vous et bonne saison.